father? Aren't you cold? No. What are you reading? The Dance of Dragons. What's it about? It's the story of the fight between Rhaenyra Targaryen and her half-brother Aegon for control of the Seven Kingdoms. Both of them thought they belonged on the Iron Throne. When people started declaring for one of them or the other, their fight divided the kingdoms in two. Brothers fought brothers. Dragons fought dragons. By the time it was over, thousands were dead. And it was a disaster for the Targaryens as well. They never truly recovered. The Dance of Dragons. Why is that a dance? It's just what they call it. Make much sense. I think it's poetic. If you'd had to choose between Rhaenyra and Aegon, who would you have chosen? Bon, et bah je crois que cette saison 2 d'House of the Dragon, c'est la première fois où je vais prendre plus de plaisir à faire la review que regarder la série elle-même. Et j'en suis pourtant premier surpris parce que j'étais très confiant envers cette saison 2 après une saison 1 que j'avais trouvée dans l'ensemble assez prometteuse pour la suite. Je vais rentrer dans le vif du sujet, mais histoire de ne perdre personne avec cet univers qui s'étale depuis 25 ans, vaut mieux que je refasse toute la genèse de ce projet d'adaptation. On a d'un côté la série Game of Thrones qui s'est terminée en 2019 et qui adaptait durant sa première moitié la saga de livres A Song of Ice and Fire. Et 3 ans plus tard, en 2022, est sortie la série House of the Dragon que je vais abréger en HOTD, qui elle se chargeait d'adapter une partie du livre Fire and Blood. Donc c'était une sorte de livre historique fictif sorti en 2018 retraçant des événements précédant la saga principale et notamment la danse des dragons durant sa seconde partie. Tout cet univers est au départ pensé par l'écrivain George R.R. Martin qui a collaboré avec HBO et les showrunners durant les 4 premières saisons de Game of Thrones et qui apparemment suit de très près le développement de la série House of the Dragon, son veto incluant le scénario de la série et la fidélité vis-à-vis de son livre Fire and Blood. Du moins c'est ce qu'on nous a raconté à l'époque de la saison 1. On a déjà une question qui se pose, pourquoi George Martin s'amuse à écrire des prequels sur son univers alors qu'il n'a toujours pas fini sa saga principale A Song of Ice and Fire dont le dernier tome remonte quand même à 13 ans. Ça pour le coup lui seul a la réponse. On en a un point où les fans ont accepté qu'il nous ferait une Kentaro Miura avec Berserk, c'est-à-dire qu'il décédera avant de finir son œuvre, l'absence de son 6ème tome étant devenu un mème au fil des années. Maintenant, pourquoi la validation de George Martin est soi-disant très importante pour leur travail sur HOTD? Pour répondre à ça, il faut dévier sur le phénomène culturel qu'était la série Game of Thrones et l'énorme bad buzz qu'a fait son ultime saison. Initialement, la série Game of Thrones avait pour objectif d'adapter les 5 premiers tomes de la saga littéraire A Song of Ice and Fire dans un format télévisuel épisodique, le tout chapeauté par HBO et sous l'aval et parfois même la collaboration directe de son auteur à l'écriture des épisodes. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. George Martin n'a jamais sorti ces tomes 6 et 7 qui étaient censés conclure sa saga littéraire, laissant les showrunners dans la merde face à l'énorme attente des fans au moment où ils ont dépassé le 5ème tome. C'est tout du moins l'explication qu'HBO nous a donnée pour a posteriori justifier l'énorme fiasco, mais une autre vérité racontée par George Martin lui-même est que les showrunners ne se sont plus sentis pissés face à l'énorme succès critique et public de la série et ils n'ont plus écouté sur certains points à partir de la saison 4, puis carrément mis de côté pour la saison 5 et 6 et enfin totalement ignoré sur les 2 dernières saisons qui sont considérées comme des purges absolues. La hype à l'époque étant tellement énorme que j'ai eu l'impression que le grand public s'était réveillé uniquement avec la saison 8 au moment de la mort du roi de la nuit puis de Daenerys, mais c'était en réalité l'étape finale d'une descente aux enfers qui commençait dès la saison 5 qui était elle-même indigne des 4 premières. Si on parle en termes de pure adaptation, les 3 premières saisons de Game of Thrones sont dans les grandes lignes assez fidèles aux 3 premiers livres. La saison 4 qui est ma préférée adapte la seconde moitié du 3ème livre, mais j'admets que c'est à partir de ce moment-là que certaines déviations importantes qui vont causer des problèmes plus tard sont prises. Genre typiquement Lady Cœur de Pierre qui n'apparaît pas dans le récit, ou les prémices des téléportations des personnages avec Brian qui tombe par hasard sur Arya alors que les deux ne sont pas du tout au même endroit sur la carte. À partir de la saison 5, les showrunners sont partis en freestyle et n'ont adapté qu'à moitié les tomes 4 et 5, inventant des intrigues ou concluant brutalement d'autres en tuant les personnages concernés, et ce schéma se poursuit jusqu'à la saison 7 et 8 qui étaient totalement inédites et n'ont pas été à la hauteur. C'est donc de là que vient le resserrage de vis pour HOTD. HBO sont traumatisés du shitstorm qui a provoqué la fin de Game of Thrones et comptaient bien rassurer le public en impliquant George Martin qui retrouverait son influence pour le développement des spin-offs. L'objectif était d'essayer de ne plus dévier de manière trop extrême du matériau de base, alors je dis bien essayer mais je garde ce point pour après.
La saison 1 d'House of the Dragon sortait donc en 2022 et à l'époque j'étais assez désintéressé de cette série pour plusieurs raisons. Déjà ma confiance limitée en HBO pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, mon désintérêt pour cet univers de manière générale au vu de l'entêtement qu'a George Martin de ne pas finir sa saga littéraire, et enfin que le matériau de base Fire and Blood est sympathique mais clairement destiné aux fans. Je comprends que ce soit pas le même style de livre donc pas vraiment comparable, mais j'ai été beaucoup plus sapé par la narration et les événements de la saga principale, par exemple d'un A Game of Thrones ou d'un A Feast for Crows, la vie populaire sur ce dernier étant mitigée alors que c'est peut-être mon préféré avec A Storm of Swords. Pourtant contre toute attente je trouvais qu'House of the Dragon démarrait très bien et était dans l'ensemble positif pour la suite. L'histoire nous faisait partir de la mort du roi Jaehaerys Ier jusqu'à la mort de Lucerys et le début de la danse des dragons. La série avait des propos intéressants, certains personnages étaient réussis que ce soit dans leur écriture ou dans leur évolution, le budget était là et c'était la plupart du temps assez bien rythmé et on partait sur quelque chose d'à peu près respectueux des événements du livre. En résumé, une première saison que j'avais trouvé bien, juste bien certes, mais c'était déjà mieux que ce qu'on nous avait servi 3 ans avant. J'avais quand même des choses à redire. On avait les 5 premiers épisodes que j'avais trouvé de bons à très bons, puis malheureusement la série perdait en qualité avec son saut dans le temps de 10 ans à partir de l'épisode 6. Le speech de Larry Strong à la fin de l'épisode 7 par contre c'était génial, et l'épisode 8 était énormissime et remontait le niveau. Par contre j'avais le sentiment que la seconde partie de la série avait le cul entre deux chaises, entre d'un côté les 5 premiers épisodes qui posaient le contexte, et les saisons suivantes où la guerre commencera réellement. En plus de ça, Emilia Clarke mettait une vitesse en termes de jeu d'acteur par rapport à Emma Darcy. Les deux jouant le même personnage, d'abord jeune pour l'une puis adulte pour l'autre, et c'était dommage parce qu'on va scoltiner Rhaenyra adulte jusqu'à la 4ème saison. Parce que oui, pour l'instant HBO a annoncé 4 saisons pour adapter la danse des dragons, mais au vu de la lenteur de la saison 2, va falloir qu'il se bouge le cul dans les saisons suivantes. Heureusement, j'avais adoré Daemon Targaryen joué par Matt Smith qui en plus d'être charismatique avait une réelle évolution au fil de la saison, Viserys Ier joué par Paddy Considine qui incarnait parfaitement ce roi mourant et dépassé par les conflits dans sa famille malgré toute sa bonne volonté, ainsi qu'évidemment Rhaenyra joué par Emilia Clarke qui prenait en consistance au fur et à mesure que les responsabilités et jeux poétiques s'imposaient à elle, du moins comme je vous l'ai dit jusqu'à qu'Emma Darcy rende le personnage assez chiant. La saison avait un propos sur la famille et les problèmes de succession via l'héritage que j'avais trouvé très intelligent, ainsi qu'en témoin de la tendance actuelle, un propos sur la place ou plutôt l'absence des femmes dans les jeux de pouvoir. Sur ce dernier point, je vais faire très attention à ce que je dis tout le long de la review, c'est promis, mais ça s'inscrit bien évidemment dans la lignée artistique que certains, dont moi, et j'en ai terriblement honte, appelleraient woke. Et c'est parfois miraculeusement assez bien foutu, en plus d'être subtil avec cette histoire d'héritage qui remet en cause les droits que peut ou ne peut pas avoir une femme lors d'une succession, créant alors un énorme parallèle entre l'injustice envers Rhaenys et celle envers Rhaenyra quant à leur éviction du pouvoir absolu de par leur statut de femme. Il y avait aussi la noirification de la famille Velaryon qui était pourtant blanche dans le livre Fire and Blood. C'est le genre de truc qui m'énerve normalement que ça soit dans un sens comme dans l'autre, mais pour une fois j'avais trouvé ça très intelligent parce que ça donnait de la crédibilité à l'intrigue des soi-disant bâtards de Rhaenyra. Les enfants étant sortis tout blancs alors que leur père officiel était métis et accessoirement gay, faisant donc comprendre de manière assez obvious aux spectateurs comme aux personnages que les rumeurs sur la bâtardise des enfants étaient vraies. Ah oui, il y a des dragons au fait, et c'est le problème que j'avais avec cette saison 1, le progressisme avait tendance à écraser le contexte de son univers, c'était déjà un thème du livre pour le coup, mais là dans la saison 1 on avait certaines scènes ou certains dialogues dénués de subtilité. On passait d'un propos mûri de George Martin sur l'injustice des traditions à des scénaristes qui nous pondaient des dialogues sublimes qui nous faisaient passer tous les hommes pour des enfoirés manipulateurs et toutes les femmes pour des victimes innocentes. J'avais un peu l'impression de me faire chier dessus de temps en temps quand je regardais. C'est une sorte de sensation bizarre que j'ai eu à partir de Star Wars 7 et qui maintenant se manifeste à chaque fois que je regarde une production Netflix ou que je joue à des jeux Sony, et ça avait déjà commencé dans les dernières saisons de Game of Thrones. Nonobstant le propos féministe sur l'héritage de HOTD est à la fois une de ses plus grandes forces parce que sans ça serait un Game of Thrones bis avec plus de dragons, mais aussi une de ses plus grandes faiblesses quand l'écriture ne se montre pas à la hauteur. Bref, j'ai trouvé que la saison 1 était supérieure aux saisons 5 à 8 de Game of Thrones, mais quand même assez loin des 4 premières, et j'étais hype malgré tout pour cette saison 2 qui promettait de rentrer dans le vif du sujet après une intro qui était nécessaire. Avant de donner mon avis résumé sans spoil puis de rentrer dans la review pure et dure, je précise que j'ai revu Game of Thrones cette année et j'ai aussi revu la saison 1 de HOTD juste avant la sortie de la saison 2, en plus de relire l'intégrale de Fire and Blood pendant la diffusion, histoire d'être bien à jour sur l'univers et les événements de la série comme du livre. Par contre, j'ai pas lu toute la saga de Song of Ice and Fire par manque de temps et d'envie, me basant donc sur ma lecture de la saga principale qui remonte à il y a 3-4 ans, en espérant que ça me fasse pas rater des éléments essentiels pour ces critiques, mais n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire si besoin. On a eu un gros changement au niveau de la production de la saison 2 par rapport à la saison 1. Apparemment, Miguel Sapochnik, qui avait déjà réalisé des épisodes de Game of Thrones et était showrunner sur la saison 1 d'House of the Dragon, a été officiellement congédié par HBO pour cette saison 2. Ce qui nous laisse Ryan Condal, déjà showrunner sur la saison 1 et recruté par George Martin lui-même, seul maître à bord avec Alan Taylor qui a pris certaines des responsabilités de Sapochnik. Donc Alan Taylor, c'est un mec qui avait certes réalisé lui aussi des épisodes de grandes séries comme Mad Men, Oz ou évidemment Game of Thrones, mais qui a surtout réalisé l'horrible préquel des Sopranos et l'immense boost qui est Terminator Genesis. Du coup, je n'étais qu'à moitié rassuré par rapport à ce changement, mais je restais quand même serein par rapport à la confiance qu'avait Martin en Ryan Condal, et malgré une Sarah S qui était à l'origine de pas mal de merde dans la saison 1 et qui était toujours à la production et au scénario pour cette saison 2. Malheureusement, la chute a été terrible. Je sais pas par où commencer, mais en vous résumant ça grossièrement, cette saison 2, je l'ai sentie comme une saison de transition. Il se passe un événement pivot de l'intrigue tous les 3 épisodes, le premier, l'épisode 4 et l'épisode 7, le 8ème étant pour moi un énorme pétard mouillé, le reste étant consacré au build-up des événements à venir comme le développement des personnages ou la présentation des nouvelles intrigues qui vont s'étendre jusqu'à la saison 3 et 4. Comme si les showrunners avaient peut-être un peu trop peur d'une saison 8 bis qui expédierait ces intrigues à vitesse grand V, sacrifiant alors cette
saison 2 sur l'autel de la crédibilité pour donner, je l'espère, des saisons 3 et 4 explosives. Le problème, c'est qu'on a attendu 2 ans pour ça et la saison 1 remplissait déjà ce rôle. La saison 1 nous sortait déjà l'excuse du revenez dans 2 ans pour le plat de résistance, ce qui fait qu'on peut qu'être déçu et qu'on s'ennuie un peu durant toute cette saison, qui s'annonçait certes dantesque, mais qui au final fait prout. La saison entière fait trop de mise en contexte pour la saison 3 et il en découle un sentiment d'intrigue qui fait du surplace pendant 8 épisodes. Niveau réalisation, on n'a rien de vraiment fou et on se contente de filmer ce qu'il y a filmé. Je reconnais un travail sur l'iconisation des personnages comme c'était le cas dans la saison 1 avec des plans qui sont uniquement là pour rendre badass, mais sauf rares exceptions, c'est tout. J'ai trouvé la démesure des batailles entre dragons complètement ratée. Ce qui se passe à la fin de l'épisode 4, c'est un énorme flop pour moi, déjà parce qu'on n'a même pas le 2v1 du livre où Rhaenys affronte à la fois Aegon et Aemon. C'est censé s'appeler une danse, mais tout est archi-cuté et on nous fait donc profiter de la grandeur de la séquence qu'à très rares occasions. Et pareil, un autre truc raté, ils essaient de nous faire ressentir des émotions devant la mort censée être émouvante d'un personnage auquel on n'est pas du tout attaché. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent avec les personnages qu'ils ont sous la main, mais une série qui base son titre et sa communication sur ce genre d'affrontement, c'est complètement raté. Bref, on est très loin de la bataille de Blackwater ou du massacre d'Hardhome qui, elles, n'ont même pas eu besoin d'utiliser des dragons. Vous additionnez à ça l'absence de la bataille de l'Hydromel qui est censée être le climax de cette saison 2 mais qui est finalement décalée à la saison 3. La saison 2 ayant été initialement conçue pour avoir 10 épisodes, mais a été coupée de ces 2 derniers par manque de temps, du moins c'est l'explication officielle qu'on a eue. Mon plus gros problème avec cette saison 2, et qui était déjà dans certains cas un problème sur la saison 1, c'est les déviations par rapport au livre. En saison 1, ça pouvait parfois donner des bonnes choses comme l'amitié entre Rhaenyra et Alicent qui n'existe pas dans le bouquin, les deux s'étant toujours détestés dans la version de Martin et la série rajoutant donc de la nuance dans le récit avec ce lien d'amitié qui les unissait. A contrario, ça peut donner des scènes idiotes comme quand Rhaenys sortait de Fosse Dragon en tuant des milliers d'habitants qui n'avaient rien demandé, mais en épargnant le camp des Verts parce que c'est pas à elle de commencer la guerre, ce qui est totalement incohérent. Ça servait juste à mettre une scène badass qui t'a brisé la crédibilité du récit parce que pour les scénaristes, il fallait surtout pas qu'une femme débute la guerre. Et pareil pour Christian Cole qui frappait le prince régent le jour de son mariage, en plus de tuer son meilleur ami devant tout le monde, et rien ne lui arrivait derrière. On avait une surenchère à tout prix héritée des dernières saisons de Game of Thrones, et la crédibilité de l'univers de la saison 1 en souffrait énormément. La saison 2 s'embombe un peu plus dans ce procédé et j'ai comme l'impression que George Martin a été moins consulté cette fois-ci. Ça peut passer par des personnages qui s'infilent dans King's Landing sans problème ou des revirements de personnalité comme Daemon qui retombe dans ses travers de début de saison 1. Et c'est embêtant parce qu'on passait toute une saison à suivre son évolution. On a aussi l'absence de certains personnages du livre comme le personnage d'Orty qui ne sera pas présent et verra son rôle dans l'histoire entre guillemets repris par Rhaena, la fille de Daemon. Parce que dans le livre, Orty est la potentielle amante de 17 ans de Daemon, sûrement coupée pour cause de censure au vu de la cinquantaine d'années de ce dernier. Je dis bien potentiellement car Fire and Blood, donc le livre qu'adapte HOTD pour ceux qui n'ont pas suivi, n'est pas un récit au point de vue objectif. On avait différentes sources qui s'entrechoquaient tout au long de la lecture et George Martin s'amusait à laisser planer le doute sur la véracité de certains détails de son histoire. Ici, on assiste à un récit à la narration objective, de la même manière que la série Game of Thrones par exemple. Un personnage comme Champignon, qui est pourtant très important dans le livre car rapporteur des événements de cette guerre, est lui aussi purement et simplement coupé du récit. Sûrement parce que dans une époque où on renomme Blanche-Neige et les 7 nains en Blanche-Neige et les 7 créatures magiques, c'est risqué pour HBO de présenter un nain qui sert de fou du roi et tourner en ridicule constamment. Alors qu'on nous avait assuré un récit fidèle au livre, et ça sera je pense le cas au niveau des événements principaux comme les grandes batailles ou les morts des personnages pour que les fans ne gueulent pas trop, mais tout le reste est potentiellement malléable au gré de l'envie des scénaristes, surtout si ça va dans le sens de l'agenda politique d'HBO. Pour l'anecdote, les showrunners de la saison 1 se permettant à l'époque de déclarer en interview qu'Alicent est une supporter de Trump par exemple. Au niveau des conneries qu'hérite la saison 2 de sa grande sœur, on avait la prophétie de la glace et du feu, invention de la série House of the Dragon, mais corrigez-moi si je me trompe, basée sur la prophétie du prince qui fut promis dans les livres. Mais pourtant elle aussi voit à l'échec à cause de la saison 8 de Goat qui nous montre une Stark tuer le roi de la nuit plutôt qu'un Targaryen. En fait, est-ce que c'est si compliqué de respecter fidèlement l'histoire d'un livre? Déjà que les bouquins sont limite impossibles à adapter tellement les intrigues sont nombreuses, pourquoi se concentrer sur des choses bancales en plus? L'explication de cette prophétie, c'est que les showrunners voulaient faire un lien avec Game of Thrones, mais au vu des dernières saisons, est-ce que c'était vraiment judicieux? Ça me fait penser à toutes les merdes dérivées du cadavre de Star Wars suite au massacre de la post-logie genre The Mandalorian, qui n'assument leur lien avec cette dernière que par souci de cohérence du canon, mais ça se sent qu'ils en ont honte. Pour cristalliser mon avis, je vais tout simplement citer George Martin lui-même qui s'est permis de foutre un petit taquet aux adaptations d'aujourd'hui sur son blog, le lien sera en description. Tout cela remonte à 2022, mais très peu de choses ont changé depuis. Au contraire, les choses ont empiré. Partout où vous regardez, il y a de plus en plus de scénaristes et de producteurs désireux de s'approprier de belles histoires et d'en faire les leurs. Peu importe que les matériaux de base aient été écrits par Stan Lee, Charles Dickens ou Ian Fleming, en fait n'importe qui, peu importe l'importance d'un écrivain, peu importe la qualité du livre, il semble toujours y avoir quelqu'un qui pense qu'il peut faire mieux. Désireux de prendre l'histoire et de l'améliorer. Le livre est le livre, le film est le film, vous diront-ils, comme s'ils disaient quelque chose de profond. Ensuite, ils s'approprient l'histoire, cependant, ils n'améliorent jamais. 999 fois sur 1000, ils aggravent les choses. Sur son blog, il y a un autre post qui m'a fait halluciner, en gros George Martin se permet lui-même de donner un énorme tacle à la saison 2 en fin de page. Les 3 dragons sauvages mentionnés dans Fire and Blood ont des repères sur Dragonstone. Le reste peut être trouvé dans le Dragon Pit de King's Landing ou dans les cavernes profondes sous le Dragon Mount. Luke chevauchera jusqu'à Storm Ends et Jace jusqu'à Winterfell. Oui, mais les dragons n'y auraient pas volé d'eux-mêmes, sauf dans des circonstances très particulières. Vous ne trouverez pas de dragons chassant dans les Conflans, le Bief ou le Val, ni errant dans les terres du Nord ou dans les montagnes de Dorne. La fantasy doit être crédible. Ce n'est pas une licence où vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
La phrase sur l'incohérence d'une présence de dragon dans le Val est évidemment une critique envers un événement de la saison 2 que je vais pour l'instant pas spoiler, et nous suggère peut-être que George Martin a déjà perdu son droit de veto malgré les promesses d'HBO en saison 1, confirmant alors cette impression de changement durant mon visionnage de la saison 2. Donc il lui reste quoi à cette saison 2 en fait? Les intrigues n'avancent pas pendant les 3/4 du temps, Daemon reste quasiment toute la saison à Harrenhal à faire des cauchemars dans une sous-intrigue inventée de toutes pièces. En plus pourquoi? Pour une pseudo-évolution slash rédemption dont il n'avait même pas besoin dans le livre ni à la fin de la saison 1 parce qu'on a montré que Rhaenyra était sa rédemption. Et côté Rhaenyra c'est pas mieux, elle tourne toujours en boucle sur Père Dragon avec son conseil de guerre, jusqu'à ce qu'elle embrasse une femme, ce qui lui donne la force de faire avancer l'intrigue. En plus j'ai rien contre l'actrice, mais son jeu mono-expression n'aide en rien à apprécier le personnage, et du côté des Verts à part Aemon qui prend de plus en plus son charisme, le reste est composé soit de cons, soit de salauds, soit les deux à la fois. La campagne publicitaire autour de la saison 2 qui nous disait de choisir notre camp entre les Verts et les Noirs, c'est une énorme blague vu que le récit nous les place comme les gentils versus les méchants. C'est complètement débile en plus parce que pour moi c'est plutôt les Noirs versus Aemon qui est le seul à avoir un semblant d'intelligence et de nuance, limite torturé en fait. Il reste que Alicent qui elle est complètement débile pour compenser parce qu'en y réfléchissant, elle a une grosse part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre quand on pose le contexte. Tout ça par d'Alicent qui interprète mal les dernières paroles de Viserys en pensant qu'il voulait mettre son fils sur le trône. C'est bien évidemment inventé par la série car la prophétie n'existe pas dans le livre qui dépeint plutôt Alicent à l'image d'une Cersei en moins barge, voulant mettre sa succession sur le trône pour des raisons qu'on ignore mais qu'on devine par orgueil. Là dans une scène encore une fois inventée durant l'épisode 3 de la saison 2, Rhaenyra fait comprendre à Alicent qu'elle a mal interprété les dernières paroles de Viserys et Alicent réagit en mode « Ah merde c'est con, bon bah trop tard faut assumer maintenant ». À ce moment-là, j'étais à 2 doigts de rage-quitte la série, je comprends pas comment ce genre d'idées peuvent être validées dans la salle des scénaristes. Pour ce qui est des événements plus compliqués à mentionner sans divulgacher, je vais réserver ça pour la partie spoiler, et les théories et mes attentes envers la saison 3 pour la conclusion. Il me reste plus qu'à partir dans la critique au cas par cas de chaque épisode de cette saison 2, donc autant vous dire que ça sera bien évidemment full spoiler à partir d'ici. I wouldn't have chosen either. Still, the choosing sides that made everything so horrible. Sometimes a person has to choose. Sometimes the world forces his hand. L'épisode 1 intitulé A Son for a Son, réalisé par Alan Taylor qui réalisera aussi l'épisode 4 et contre toute attente un épisode assez calme, limite timide pour une reprise mais paradoxalement et d'après moi un des meilleurs épisodes de cette saison 2 si tant est que ça soit vraiment compliqué. On commence direct avec une séquence au mur, le thème des Stark, l'ascenseur, les tranchées et les fourrures pour bien mettre dans le bain. Pas grand chose à dire, ça reste du fanservice pur et dur et on nous présente Cregan Stark qui je suppose sera très important dans la dernière saison de la série. La scène qui suit avec Rhaenys et Daemon m'a paru un peu étrange concernant les dialogues de ce dernier. Je vais développer ça sur chaque épisode, mais on a les prémices d'un changement de comportement de sa part par rapport au calme et à la maturité qu'il avait gagné en fin de saison 1. Évidemment, j'accepte que le changement soit lié à la guerre et les morts dans son camp, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient besoin de foutre un pur enfoiré du côté des Noirs, histoire de rééquilibrer le débat. Sauf qu'il fallait faire ça sur Rhaenyra qui dans le livre tombe peu à peu dans la parano. Là, c'est une critique qu'on peut faire sur plein d'œuvres depuis #MeToo, mais tous les persos féminins sont pétris de bonnes intentions et sont soit des victimes, soit corrompus par un méchant patriarcat, et ça produit l'effet Marissou invincible face à des hommes remplis de vices, et ça va s'accentuer d'épisode en épisode. La séquence qui suit sert d'introduction au personnage d'Aelin de Karen qui seront lui et son frère très importants pour la suite. On passe jusqu'à la séquence de Cuny, en soi rien à dire sur la scène en elle-même, Par contre elle est le symptôme d'un nouveau délire qui va avec la patte féministe de cette série, fini les paires de seins ou les entrejambes des femmes, maintenant ça sera des Cuny ou des hommes à poil. Dans Game of Thrones je me faisais la remarque qu'on voyait tout le temps des nichons mais jamais de pénis, mais là on est passé d'un extrême à l'autre et c'est un peu ridicule. J'avance dans l'épisode jusqu'à la scène entre Mysaria et Daemon, on arrive à la première grosse modification dans le livre où Daemon est déjà à Harrenhal quand il apprend que Lucerys est décédé, ce qui fait qu'il contacte Mysaria qui est restée à Port-Réal pour engager des tueurs, beaucoup plus crédible que dans la série où Daemon s'infiltre lui-même dans la capitale pour les missionner, alors qu'il est la personne la plus recherchée du royaume avec Rhaenyra, et le problème c'est que ce procédé sera utilisé une seconde fois dans l'épisode 3, ce qui fait perdre en crédibilité l'univers qu'on nous propose. Je passe jusqu'à la fameuse scène de sang et fromage. Ils ont réussi à faire quelque chose de glauque malgré la censure évidente d'HBO, mais la scène du livre est beaucoup plus trash car le gamin se fait décapiter en direct alors que lui-même, son frère et sa sœur sont réveillés et assistent directement à l'action. Je suis du coup un peu déçu, surtout pour un univers qui nous proposait les noces pourpres 10 ans en arrière. L'épisode 2, Rhaenyra the Cruel, réalisé par Claire Kilner qui avait déjà réalisé 3 épisodes durant la première saison et remplira aussi pour l'épisode 5 de celle-ci, sauf des premières déviances avec l'œuvre originale qui pour moi posent vraiment problème. Déjà, c'est un épisode qui sert de réaction au premier, donc pas de gros événements hormis la mort des jumeaux Eric qui sont des persos secondaires. Je passe jusqu'à la scène d'embrouille entre Rhaenyra et Daemon quand elle apprend la vérité. Encore une fois totalement inventée car les deux ne sont normalement pas au même endroit avant la prise de Port-Réal et aucune mention d'un reproche de Rhaenyra envers Daemon n'était fait dans le livre. Ce qui va découler sur un front entre les deux et du côté des Noirs, tout le surplace de cette saison va se former autour de l'attente de Daemon qui part prendre Harrenhal pour y réunir les seigneurs du Conflant et monter l'armée de Rhaenyra, voire peut-être sa propre armée. Cette dernière option est envisagée par Rhaenyra et ce froid est inventé dans cette saison 2 pour l'isoler, alors sans allié ni solution face à son conseil de guerre qui s'impatiente et l'efface petit à petit des discussions. C'est une continuation du propos sur la place des femmes dans les jeux de pouvoir qu'on avait en saison 1, en plus de faire un parallèle entre deux personnages. On a d'un côté Alicent qui va devoir s'affirmer face à tous les salauds du camp des Verts, tandis que Rhaenyra va devoir se mettre en retrait pour découvrir l'importance d'avoir des alliés. On a une scène avec Aemon qui éprouve des regrets vis-à-vis de Lucerys qui en fait un des rares personnages nuancés chez les Verts, une présentation du personnage d'Hugh Marteau dans une scène qui sert littéralement pour du build-up de l'intrigue des semences de dragon qui sera très importante pour la suite de la série. La scène précède une autre scène qui sert d'introduction, cette fois-ci pour le personnage d'Adam de Karen dont le futur dragon
dragon apparaîtra 2 scènes plus tard. Toutes ces scènes qui posent le contexte des événements à venir ont peut-être été jugées nécessaires, mais force est de constater qu'elles sont trop nombreuses et pas assez espacées entre elles, ce qui ralentit le rythme déjà très lent de cette saison 2 jusqu'à que ça en devienne imbuvable. L'avant-dernière scène nous confirme enfin l'existence de Daeron Targaryen qui était le grand absent de la première saison. Le problème c'est qu'on n'avait aucune mention de son personnage en saison 1 et un personnage si important qui nous est présenté en mode « Ah oui, t'as un troisième fils au fait », ça casse encore une fois la crédibilité de ce qu'on veut nous raconter. Bref, un épisode que j'ai trouvé chiant et j'espérais beaucoup mieux pour le prochain. L'épisode 3, The Burning Mile, réalisé par Gita Vasan Patel qui avait réalisé l'épisode 8 de la saison 1 et qui réalisera aussi l'épisode 8 de cette saison, sert dès son intro à nous montrer l'impact du conflit dans le royaume avec les Bracken et les Nesbos qui se foutent sur la gueule. Puis vient le plot twist, il nous faut une Game of Thrones saison 1 où la transition se fait directement sur la fin de la bataille, nous épargnant alors une scène d'action pourtant potentiellement bien plus importante que bon nombre de scènes inventées pour l'instant. La seconde scène entre Rhaenyra et Rhaenys pose les bases de cette sous-intrigue inventée de toutes pièces par la série qui trouvera sa fin dès cet épisode. En gros, Rhaenyra va contacter Alicent directement à la capitale en se déguisant en sœur du silence pour lui parler comme si de rien n'était. Rhaenyra est l'ennemi public numéro 1 et Alicent dans le top 5 des personnes les plus protégées de Port-Réal avec ses enfants, mais aucun garde ne les approche durant toute la séquence de fin. Tout ça pour nous faire une scène en mode « Nous sommes des femmes, nous cherchons la paix à tout prix parmi ces hommes qui veulent en découdre ». Ce genre de message semble d'ailleurs beaucoup plus important que la crédibilité du récit pour les scénaristes, surtout si on prend en compte que Daemon se baladait lui aussi tranquille 2 épisodes avant en plein King's Landing et que la vigilance a dû être renforcée depuis. On a l'introduction du personnage d'Ulf le Blanc qui fait lui aussi partie de l'intrigue des semences de dragon, et là pour le coup la scène est mieux construite car elle se joint à l'arrivée d'Aegon dans la taverne juste après. On a moins cette sensation de coupure dans l'intrigue comme avec Hugh à l'épisode précédent. C'est malheureusement l'épisode qui marque le début de la pire intrigue de la saison 2. Daemon va rester confiné à Harrenhal et passe la majorité de la saison dans des rêves causés par Alice Rivers qui sera un personnage important pour la suite avec Aemon, mais l'interaction avec Daemon n'existait pas dans le livre et vu ce qu'ils en font ici c'était peut-être pour le mieux. L'épisode 4, The Red Dragon and the Gold, réalisé de nouveau par Alan Taylor, est enfin un épisode qui va avancer l'intrigue de par la bataille de Rookcrest durant les 10 dernières minutes qui se conclut sur la mort de Rhaenys et la prise de pouvoir symbolique d'Aemon quand il récupère la dague de la prophétie. Je vais pas me répéter sur la bataille en elle-même que je trouve décevante, je vous ai donné mon avis dans la partie no spoil. Là le problème c'est que pour arriver à cette séquence on va se taper 2 scènes de rêve de Daemon, Alicent qui demande confirmation de Tyalekon à son maître après avoir mal interprété les paroles de Viserys et Rhaenyra qui est toujours au point mort avec ses conseillers. Il restera juste la confirmation qu'Aline et Adam sont des bâtards de Corlys Velaryon et Rhaenyra qui transmet la prophétie à Jaehaerys et en fait on a un épisode bien chiant avec 10 minutes de cache-misère à la fin. L'épisode 5, Regent, est sûrement le pire épisode de la saison avec le 6ème et c'est à ce moment là que j'ai compris que ça allait être très compliqué pour cette saison 2. On repart encore sur un épisode réaction, cette fois-ci des événements de l'épisode 4, Rhaenyra tourne toujours en boucle avec son conseil de guerre et Daemon tente de rallier les Bracken à sa cause, sans succès là aussi. On a la présentation du Val et du personnage de Jaina Arryn, Rhaenyra se fait encore dicter quoi faire mais cette fois-ci par Mysaria, puis j'avance sur la scène d'inceste entre Daemon et sa mère qui sort de nulle part. Aucune mention que ça soit du livre ou dans la saison 1 d'un complexe d'Oedipe de Daemon, servant ici une fois de plus à diaboliser le personnage. Dans les scènes suivantes il ira jusqu'à vouloir se faire appeler roi et marquant donc une rupture avec les ambitions de Rhaenyra. Le tout avec des scènes de rêve qui commencent à être imbuvables depuis l'épisode 3, tandis qu'à King's Landing on se fait toujours aussi chier avec Hugh et Alicent commence à comprendre qu'elle a pris des décisions de merde et que le contrôle de la situation lui échappe. Je crois que c'est avec cette scène de l'élection du régent que la saison 2 a dépassé le point de non-retour pour moi. Alicent en fait elle a voulu nous faire une Macron, depuis qu'Otto l'a convaincu elle a dédié sa vie à foutre ses gamins sur le trône et maintenant qu'il faut choisir un régent, elle se chie dessus et se présente comme la voix de la sagesse et de la tolérance face à Aemon le facho qu'elle a elle-même mis à cette place. Elle s'attendait à quoi en fait? Elle voulait que le conseil restreint fasse barrage à la haine au moment du vote, parce qu'à partir du moment où Viserys était alité, elle a passé tout le reste de son règne à gouverner officieusement le royaume et n'a jamais rien foutu pour préserver la paix. Au final on se retrouve avec Aegon l'ivrogne et Aemon le sociopathe à la succession, son seul fils qui est resté normal dans sa tête c'est Daeron parce qu'il est resté loin de son éducation merdique en se faisant envoyer à Villevieille. C'est là mon problème avec les changements de la série parce que dans le livre, Alicent est impitoyable et joue le jeu des trônes qui explique le comportement de ses fils qui en plus ont eu très peu d'attention de leur père. Parce que dans House of the Dragon c'est interdit de mettre un personnage féminin entre guillemets méchant parce qu'il réserve ce rôle aux hommes, mais ils sont quand même obligés de suivre les événements du livre pour pas se faire taper sur les doigts, donc ils restent à peu près fidèles à Fire and Blood, mais ça fait d'Alicent un perso qui a un QI à 2 chiffres, en plus d'être la fouteuse de merde numéro 1. Il leur sort que les événements du livre qui découlent d'une Alicent impitoyable ne sont pas compatibles avec la Alicent que nous a proposé House of the Dragon si l'objectif était de nous montrer un personnage intelligent, et j'ai très peur de ce qu'ils vont nous proposer du côté de Rhaenyra quand on la verra gouverner King's Landing. Ensuite les Freys de cette époque nous sont présentés et forment une alliance avec le camp des Noirs, et j'avance un petit peu et l'épisode se conclut sur Jaehaerys qui propose à Rhaenyra de recruter des dragonniers pour gonfler leur rang, lançant l'intrigue des semences de dragon qu'on utilisait depuis beaucoup trop longtemps. Encore une fois, Rhaenyra est passive et se voit proposer les solutions sur un plateau, c'est une sorte de fidélité au livre où il dit que Jaehaerys prend les choses en main pendant un temps, mais en contrepartie on peine à apprécier le personnage de Rhaenyra qui ne fait que de se plaindre depuis le début de la saison. L'épisode 6 réalisé par Andrzej Parek et écrit par Eling Shim qui avait déjà écrit l'épisode 8 de la saison 1 et qui était pour moi le meilleur épisode de la série jusqu'à présent, malheureusement cette fois-ci c'est très compliqué car comme trop souvent on nous étale sur 1 heure ce qui pourrait nous être raconté en 10 minutes. Je pense que je vais mettre de côté l'intrigue autour du dragon dans le Val bien que dès cet épisode on nous confirme qu'un dragon serait présent dans la région, ce qui comme on peut le voir sur son blog n'a pas du tout plu à George Martin.
On a enfin des nouvelles de l'armée Lannister, Alicent se fait toujours autant victimiser au conseil dans une scène assez jouissive, Daemon toujours bloqué dans son intrigue merdique et ne comprend toujours pas que c'est Alice River qui lui fait subir tout ça, Sismo crame sur place Stéphon Sombroin quand il essaie de le monter, toujours les mêmes scènes de Ulf, Hugh, Aline et Rhaenyra avec Jaehaerys ou Mysaria qui tournent en boucle depuis le début de la saison, le frère d'Alicent lui confirme qu'elle est une mère de merde, puis elle et sa fille se font encore agresser par le peuple. À chaque épisode, on a au moins une scène qui brise la cohérence du récit, et cette fois-ci elle s'est fait attendre parce que durant l'avant-dernière scène de l'épisode, Adam se fait choisir lui-même par Seasmoke, dans un non-sens total parce que Laenor est censé toujours être en vie vu que les scénaristes en saison 1 ne voulaient pas faire passer Rhaenyra pour une meurtrière. Du coup, pourquoi son dragon chercherait un nouveau dragonnier de lui-même? Bref, un non-sens total qui arrange le scénario, et en bonus Rhaenyra qui trompe Daemon avec Mysaria en fin d'épisode. Le bisou lesbien lui donnant la force surhumaine de bouger son cul et d'aller à la rencontre d'Adam qui a été aperçu sur son nouveau dragon. Je crois que sur ce dernier événement, j'ai pas besoin d'en rajouter, par contre par rapport à l'intrigue des livres, comment ils vont se démerder? Parce qu'il a dit qu'une fois au pouvoir, Rhaenyra laisse Daemon coucher avec Mysaria régulièrement sans que ça la dérange, donc à moins qu'HBO ait prévu d'en faire un trouble, et le pire c'est qu'ils en sont capables, ça va être compliqué niveau cohérence s'ils veulent rester fidèles au livre. Qu'on soit clair, cette vidéo c'est pas une croisade pour la gloire de George Martin face à des méchants showrunners qui déforment son mythe. Quand dans la saison 2 de Game of Thrones, il nous inventait l'intrigue d'Arya avec Tywin, j'avais adoré. Pareil pour le massacre de Hardhome qui est d'ailleurs un des seuls trucs à sauver de la saison 5. Quand les changements sont bons, ça ne pose pas de problème, d'autant que cette saison 2 doit adapter genre 50 pages du bouquin, donc ils sont obligés d'aller plus en détail que le livre pour tenir 8 épisodes d'1 heure chacun, ils sont obligés d'inventer. Là, ce qui m'empêche d'apprécier, c'est qu'au niveau des changements, c'est soit pour du féminisme qui est mal écrit, soit de la simplification de l'intrigue du livre pour faire avancer les événements plus rapidement quand la série décide de passer la seconde. Pendant cette saison 2, il y a à tout casser une ou deux déviations par rapport au livre que j'ai trouvé bien, mais le reste de ce qu'ils ont inventé, c'est poubelle, et c'est dommage parce que ça montre à quel point HBO n'ont rien appris du fiasco de Game of Thrones. Je spoil à l'avance le propos de ma conclusion, mais quand vous sortez des 6 premiers épisodes, cette saison 2 c'est tout ce que faisait mal la saison 1, mais poussé à l'extrême et sans les qualités de celle-ci pour contrebalancer. Le rythme va heureusement s'accélérer pour les 2 derniers épisodes, mais au prix d'un nombre assez conséquent d'incohérences, de recherches d'intrigues et de déviations presque tout le temps sans intérêt du bouquin. Et tout ça ne serait pas arrivé si par exemple les semences de dragon étaient arrivées plutôt à Père Dragon plutôt que nous les surexposer dans des scènes qui tournent en rond. Vous l'aurez compris, je suis pas vraiment d'accord avec l'avis unanime de la presse sur l'épisode 7 intitulé The Red Sowing qui est cette fois-ci réalisé par Lonnie Perister. Que ce soit le meilleur des 7 épisodes qu'on a vu jusqu'à présent, à la limite ok vu le niveau des 6 premiers, mais en fait c'est exactement le même schéma que l'épisode 4 où on nous brode du vide jusqu'à un élément pivot qu'on utilise depuis trop longtemps et qui n'en est en fait même pas un vu que le réel impact des nouveaux dragonniers sera dans la saison 3. Dans la mesure où j'en ai marre de boucler sur l'écriture et l'actrice de Rhaenyra, j'aurais pas grand chose à dire sur la scène d'intro entre celle-ci et Adam. Encore une fois, Rhaenyra qui se pose pas de questions sur Laenor alors que son dragon a un nouveau dragonnier, ça me paraît étrange. La seule explication qu'on peut se faire en tant que spectateur, c'est qu'il est mort entre temps, mais du coup les scénaristes annulent eux-mêmes leur volonté de le faire survivre en saison 1. Encore une fois, ça me sidère qu'après tout le shitstorm sur la saison 8 de GOAT, les scénaristes reconnaissent ne pas savoir quoi faire de leur déviation du livre et en vont jusqu'à rétro-pédaler quand ils se rendent compte qu'il faut suivre l'histoire de George Martin. Parce que cette fois-ci, pas de chance, il a écrit la fin, donc ils ont plus d'excuses. Ensuite, on a Alicent qui rage-quitte le donjon rouge et qui va s'atteler à ralentir le rythme de l'épisode dans des scènes qui n'ont aucun intérêt. Je passe jusqu'à Daemon qui est rejoint par Oscar Tully pour réunir les seigneurs du Conflant. En soi, pas de souci avec l'écriture de la scène en tant que telle, mais j'ai vraiment eu la confirmation que les scénaristes nous ont proposé un autre Daemon à mi-chemin entre un pur enfoiré assoiffé de pouvoir et une grosse victime qui se fait chier dessus par un gamin. Comme toujours, le lien sera en description, mais apparemment la popularité du personnage en saison 1 auprès du public n'avait pas du tout plu à Ryan Condal et Sarah S, et c'est peut-être là un retour de bâton pour rappeler aux spectateurs que Daemon est un anti-héros, sauf que pour moi c'est extrême. Je remets pas en cause le fait que Daemon est un personnage assez gris moralement. Par exemple, dans le dernier épisode de la saison 1, malgré qu'il ait une prise de maturité entre temps, il va jusqu'à étrangler Rhaenyra en la menaçant. Juste là, on se retrouve avec un personnage qui n'a plus de bon côté. Daemon n'a plus cette maturité et cette ambiguïté sur sa moralité qui en faisait un personnage intéressant. On nous fait à la place lorgnée une repentance jusqu'à l'épisode 8 qui n'avait au final pas lieu d'être. Tout ça parce qu'il fallait bien broder quelque chose autour de Daemon cette saison, et en plus ça va avec l'agenda poétique de merde d'HBO, donc banco. Willem Nesbos qui était un personnage inventé dans la saison 1, ça pose problème parce qu'on sait pas quoi en faire, du coup hop, petite décapitation et on n'en parle plus. Je passe jusqu'à Jace qui pique sa crise parce que maintenant même des bâtards reconnus comme bâtards peuvent monter un dragon, ce qui d'après lui remet en cause sa légitimité au trône. Là ça nous fait comme Alicent à l'épisode 6. C'est une scène super mal écrite parce que Jace, contrairement à tous les autres bâtards, est reconnu comme héritier officiel de la couronne du camp des Noirs, d'autant que bâtard ou non, il reste le fils de Rhaenyra, ce qui lui donne 2 avantages si énormes par rapport aux autres que ça termine le débat. Du coup j'ai pas vraiment compris l'intérêt de la scène. Je continue jusqu'à la séquence où les bâtards Targaryens sont convoqués à Père Dragon. Hugh révèle à sa femme être le cousin de Viserys et Daemon, ce qui est inventé par la série mais en soi pourquoi pas. Ensuite vient une des meilleures scènes de cette saison 2, j'ai beaucoup aimé le plan séquence avec Hugh et Vermithor et c'est ce qu'on aurait dû nous proposer durant la bataille de Rookcrest. Je suis juste déçu que ça se passe peut-être un peu trop vite, c'est une conséquence logique d'une intrigue qui a mis trop longtemps à se mettre en place depuis le premier épisode. Ils auraient dû nous faire uniquement une scène ou deux sur Ulf et Hugh pour ensuite nous montrer un domptage de dragons moins rushé qui nous aurait permis de découvrir les 2 personnages en même temps. Là c'est trop dilaté sur 6 épisodes et les mecs se TP de la capitale à Père Dragon et trouvent tous les 2 leurs dragons en 20 minutes chrono. En plus c'est incohérent que Larry Strong passe les 2 derniers épisodes à se mettre Aegon dans la poche plutôt qu'intercepter la trentaine de bâtards qui quittent la ville tranquillement alors qu'on nous montre toute la saison que les portes de la ville sont fermées. King's Landing depuis l'épisode 1 ça arrête pas en fait, c'est un putain de gruyère. La scène finale avec Ulf qui essaie d'amener
Aemon dans un piège est sympa au premier visionnage, mais là aussi complètement incohérente après réflexion. Pourquoi ils envoient Ulf qui a pas appris à manœuvrer son dragon et qui risque de se faire désarçonner, ce qui ferait bêtement perdre un dragon au noir, alors qu'ils ont Jaehaerys ou Baela qui sont habitués depuis des années à voler. Pareil, pourquoi Rhaenyra l'attend en robe plutôt qu'en tenue de guerre pour pouvoir rapidement monter sur son propre dragon si le piège ne marche pas et poursuivre Aemon? Si cette saison était vraiment bien écrite, la série se terminait à ce moment-là en fait. Parce que là, il leur reste plus qu'à poursuivre Akkad Vhagar qui est seul en plus d'être lent et éloigné de la capitale. Donc oui, la scène est épique, mais malheureusement, on a peut-être tous bandé sur une scène digne de la saison 8 de Game of Thrones qui elle aussi voulait faire dans l'épique quitte à exploser la cohérence en deux. Quoi qu'il en soit, le soufflet est très vite retombé avec cet épisode 8 intitulé The Queen Who Ever Was. Je crois que cet épisode représente parfaitement la saison 2 dans son entièreté. On a 1 heure de développement et une bande-annonce pour la saison 3 à peine déguisée durant ces dernières minutes. Ça se sent tellement que cet épisode 8 n'était pas pensé pour être le dernier épisode. Tout nous insinue une énorme bataille pour un épisode 9 et une prise de King's Landing par Rhaenyra durant un épisode 10 qui servirait de vraie conclusion. La saison est déjà ratée par rapport à tout ce que je vous ai dit sur les autres épisodes, mais là la volonté d'HBO de la couper de son climax a fini de l'achever. En guise de compensation, on nous sert un teasing de 5 minutes sur tout ce qu'on aurait dû avoir durant cette saison, mais c'est un foutage de gueule absolu. J'ai vraiment eu l'impression qu'il se passait absolument rien en dehors du montage final où toutes les intrigues se débloquent enfin, mais pour du vent vu qu'on aura dans 2 ans ce qu'on aurait dû avoir une semaine plus tard. On a une scène d'intro où Tyrion Lannister demande l'aide de la triarchie pour forcer le blocus de Corlys et on nous introduit le personnage de Sarako qui a changé de sexe depuis Fire and Blood mais qui a apparemment gardé son goût pour les femmes parce que ça arrange l'agenda politique de la série. On voit la ville de Pointe-Vive brûler dans la scène suivante. Encore une fois on ne montre pas l'action et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir une scène avec un Aemon fou de rage qui massacre ses habitants, mais bon la saison 2 a apparemment d'autres priorités. Je passe jusqu'à Rhaena qui va déambuler dans le Val durant tout l'épisode pour tomber sur le dragon qui aurait dû appartenir à Horty. Si Rhaena récupère le rôle d'Horty et vagabonde avec son père jusqu'à affronter Aemon, j'ai très peur de ce qu'ils vont nous proposer. Parce que sérieux, s'ils nous font le coup de Daemon, le gentil papa qui se sacrifie pour sa fille dans un arc de rédemption vu et revu au lieu d'un affrontement épique entre lui et Aemon, ça va être une catastrophe. Côté Père Dragon, les tensions entre Ulf et Jace sont nécessaires pour utiliser sa trahison par la suite. Par contre pour Hugh, j'espère qu'ils vont faire mourir sa femme, ce qui le fera changer de personnalité parce que pour l'instant il est assez édulcoré par rapport au livre. Corlys depuis le début de la saison 2 est toujours bloqué dans le même décor alors qu'on nous le vend comme le maître des océans depuis la saison 1 alors qu'en fait on l'a jamais vu naviguer. On nous tease pendant plusieurs scènes un rôle plus important d'Elena et son dragon par rapport à l'histoire du livre et pour le coup ça me semble être un très bon changement, mais malheureusement comme pour tout le reste on pourra voir ça qu'en saison 3. De son côté, Daemon semble enfin vouloir se bouger le cul, et ils accentuent cette possibilité qu'il pourrait trahir Rhaenyra, mais tout tombe à plat quand Alice River lui spoil Game of Thrones. Là d'un coup il redevient le Daemon de fin de saison 1 et tout cet arc narratif de rédemption durant cette saison n'aura servi absolument à rien. Genre littéralement ça n'a aucun intérêt vu que tout cet arc de rédemption à base de rêves qui tourne en boucle depuis 6 épisodes découle sur un Daemon tel qu'on l'avait laissé à la fin de la saison 1 et tout ça pour se faire victimiser par Rhaenyra quand elle vient le voir pour vérifier sa loyauté. Cole quant à lui va s'efforcer de ralentir l'épisode dans une scène totalement inutile en montrant qu'il est l'amant d'Alicent, ce qui est complètement débile pour un mec qui mérite la peine de mort si son secret est révélé, mais fallait bien le caser quelque part pour le dernier épisode. Aemon en tant que représentant du méchant patriarcat va s'efforcer d'être un enfoiré avec sa sœur et sa mère qui elle a spawn au château après sa balade enfoirée inutile de l'épisode 7, tout ça pour se faire chier dessus par Elena qui va carrément lui spoil la fin de la série. Aline fait son caca nerveux à son père devant un navire et une intrigue qui ne veulent définitivement pas avancer, Mysaria qui m'avait pas manqué revient pour dire à Rhaenyra qu'elle est une femme très gentille qui doit rester très gentille, et là vient le climax de fortune de cette saison 2, je sais pas, un affrontement épique entre l'armée de Daemon et l'armée de Christian Cole dans une bataille sanglante digne de la bataille des bâtards, sauf qu'en fait pas du tout, à la place on a une scène fanservice entre Rhaenyra et Alicent, et quand je dis fanservice c'est du point de vue de Sarah qui a l'écriture pour cet épisode. Sauf qu'en réalité tout le monde s'en fout de cette réunion pseudo-féministe forcée à la truelle comme celle de l'épisode 3 pour nous montrer que les femmes sont des bonnes personnes qui subissent le patriarcat de leur père et de leur mari. Alicent propose à Rhaenyra de prendre King's Landing une fois qu'Aemon partira pour Harrenhal, mais là aussi ça a aucun putain de sens à cause de cette scène à la fin de l'épisode 7. Pourquoi Aemon chercherait à quitter King's Landing maintenant qu'il sait que les noirs ont 3 dragons supplémentaires? Ce qui fait que dans Fire and Blood, la surprise venait de Daemon qui se joignait à la fête avec son dragon, et la trahison des manteaux d'or leur permettait de prendre la ville rapidement, mais ça Aemon pouvait pas le savoir. Là maintenant que le camp des Verts sont au courant pour les nouveaux dragonniers vu qu'ils voulaient mettre leur scène épique à la con, pourquoi Aemon chercherait pas à prendre Antona et Corlys au gosier pour en plus espérer faire tomber quelques dragons des noirs plutôt que de partir pour Harrenhal et laisser la capitale sans défense face à 6 dragons qui peuvent en plus aider Corlys au gosier? C'est exactement le même problème que le changement de personnalité d'Alicent pour la série, c'est pas cohérent avec les événements du livre mais ils sont tout contents parce qu'ils ont réussi à caser leur scène féministe et leur scène épique au prix d'un récit qui n'a forcément plus vraiment de cohérence. Ils essaient de nous consoler avec une bande-annonce pour la saison 3 où on aperçoit le dragon de Daeron brièvement mais ils gardent le reveal de l'acteur pour la suite, et pareil j'ai pas trop compris pourquoi et comment Otto est dans une geôle, mais on aurait sûrement pu savoir ça durant les 2 derniers épisodes qui ont été coupés. Ensuite on nous montrait Gon 2 et Larry Strong qui prennent la fuite en carriole et on voit toutes les armées avancer puis prout. La saison se conclut sur un plan de Rhaenyra puis Alicent à qui les scénaristes ont donné trop d'importance au détriment de ce qui fait le sel de la saga de George Martin. Bref, un épisode avec un meilleur rythme vu que les intrigues ont mis 6 épisodes à démarrer, mais un épisode de transition malgré tout pour une saison qui sert elle-même de transition, donc il me reste plus qu'à dire avec beaucoup de déception que la boucle est bouclée. Deception and subterfuge. Cowards, all of them. Put an end to this madness.
Que dire de plus sur cette saison 2? Je comprends toujours pas la volonté des scénaristes de faire d'un côté une saison qui mise sur le long développement de ses intrigues pour éviter un rush de l'histoire, mais de l'autre de proposer des déviations du livre qui n'ont aucun sens et qui entachent la crédibilité de l'univers qui s'efforce de créer. En résumé, c'est le serpent qui se mord la queue cette saison 2, qui est d'ailleurs pour moi bien en dessous de la première, qui était elle-même en dessous des 4 premières saisons de Game of Thrones, et ça peut que me faire peur pour la saison 3. C'est à l'image de la composition de Ramin Djawadi que j'ai trouvé très peu inspiré cette fois-ci, comme quoi sur tous les plans il y a vraiment pas grand chose à sauver dans cette saison 2. Pour la saison 3, il faut un récit nuancé comme arrivait à le faire Game of Thrones durant ses premières saisons, et pour le coup l'histoire va se prêter à la nuance vu que Rhaenyra va gouverner King's Landing comme une tyranne et tomber de plus en plus dans la parano, notamment vis-à-vis de Corlys et des semences de dragons. Ça sera l'occasion parfaite pour nous montrer un personnage féminin qui a des faiblesses et qui peut prendre la mauvaise voie. Là pour l'instant, hormis Rhaenyra jeune parce qu'elle était justement bourrée de défauts, je me suis attaché à aucun personnage du cast féminin. J'ai conscience que ça reste un avis très clivant et très personnel, mais j'ai comme l'impression que les scénaristes ont mis plus d'efforts dans le propos féministe de la saison 2 plutôt que dans la cohérence de celle-ci. Si tant est qu'on puisse appeler ça du féminisme, hein. On est plus proche de la misandrie pour le coup et j'entends pas dénu avec cette saison 2, c'est une critique qu'on peut faire sur tellement d'œuvres depuis une dizaine d'années et qui commence de plus en plus à me faire boycotter le cinéma et les séries occidentales. Idéalement, faudrait arrêter les déviances avec le livre, parce qu'objectivement les mecs ils ont pas le talent de George Martin et 90% de leurs déviations s'avèrent entacher les 10% restantes qui sont à peu près correctes. Ensuite deuxièmement, mais je suis bien conscient que c'est un coup d'épée dans l'eau, il faut arrêter de faire d'un côté les méchants qui s'avèrent être des hommes hétéros plus Alicent qui regrettent et de l'autre côté les gentils composés de la diversité et Daemon le facho. Il faut un rythme beaucoup plus soutenu, j'attends beaucoup de l'intrigue et du personnage de Daeron, je veux une descente aux enfers de Rhaenyra qui se révélera indigne du trône, bien écrite s'il vous plaît, et la cerise sur le gâteau, l'affrontement entre Daemon et Aemon qu'on utilise depuis la saison 1. Sur le papier, cette saison 3 elle a vraiment un gros potentiel et on pourra peut-être se rendre compte que la saison 2 avait un mauvais rôle en préparant les événements de la saison 3, par contre si elle s'avère décevante elle aussi, cette série House of the Dragon de manière générale ça va être un énorme ratage. Et c'est mal barré parce qu'a priori on va se retaper la même équipe dirigée par Ryan Condal, donc maintenant il reste plus qu'à savoir si la supériorité de la saison 1 venait de Miguel Sapochnik ou si tout simplement l'équipe de Ryan Condal ont fait une erreur de parcours avec cette saison 2 en voulant trop faire d'exposition pour la saison 3 qui elle rehaussera le niveau. Malgré le thème commun avec cette vidéo, je pense pas vous faire de review sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir vu la bouse qu'était la saison 1, donc pour ce qui est de la suite sur la chaîne, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en septembre hormis Megalopolis côté cinéma. Il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à ce moment-là ou dans le pire des cas en octobre pour Silent Hill 2 Remake, du moins si vous ne m'aurez pas d'ennui devant cette saison 2 entre temps. It's all right, Father. You don't even know what I'm talking about. It doesn't matter. I want to help you. Is there any way I can help?